Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Les bombardements ont cessé, le calme a recouvert la bande côtière pour la première fois depuis 471 jours. Ne pas laisser en vie le sorcier ou la sorcière. Ça, c'est un verset qui a du sang sur les mains. Pourtant, l'accord de cessez-le-feu n'est pas synonyme de paix durable. Sommes-nous en droit de nous demander si ce sont les religions qui sont à l'origine de ces conflits? Déficit, dette, 3000 milliards de dettes. Tu sais ce que c'est que la finance? C'est du vent, du bluff. Qu'est-ce qu'il se passe avec les finances publiques? Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et bonjour à tous et à toutes, nous sommes ensemble jusqu'à 14h Poulain, sans réserve aujourd'hui sur Sud Radio. On va parler de libération des otages au Moyen-Orient avec Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e arrondissement et présidente du collectif du 7 octobre avec ses annonces de libération de nouveaux otages. On va également parler de l'État, de l'économie française avec ce budget. Alors est-ce que François Bayrou va passer l'épreuve du budget, mais surtout est-ce que la France va passer l'épreuve de la faillite, avec Philippe Béchade, économiste, qui sera notre invité à 12h30. Et puis, on parlera en deuxième partie d'émission à 13h des religions avec Pierre Conessa, haut fonctionnaire, essayiste, qui vient de sortir « Les religions font-elles plus de bien que de mal » aux éditions des Clés de Bouvert, à savoir toutes ces radicalisations du fait religieux et le fait politique dans la religion. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, on est ensemble pendant 2 heures sur Sud Radio. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et pour commencer notre émission, nous recevons Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e arrondissement, présidente du collectif 7 octobre. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu libération d'otages depuis début janvier, une trentaine d'otages qui doivent être libérés sur plusieurs jours. Et aujourd'hui, le Hamas a rendu public le nom de 3 otages qui vont être libérés demain, samedi, avec notamment le franco-israélien Ofer Calderon et 2 Israéliens, Keith Siegel et Yarden Bibas, qui est le père du bébé Kfir, que on se rappelle tous, ce jeune, le plus jeune des otages, dont on ne sait pas d'ailleurs s'il est en vie. Quelles sont la façon dont vous avez accueilli la libération des otages depuis début janvier? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a des frictions? On a vu hier un pas de deux par rapport à la libération du côté des Palestiniens. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, du côté des membres du collectif et des familles et de toutes les personnes qui se sentent impliquées, puisque beaucoup ne se sentent pas impliqués malheureusement dans cette affaire, le sentiment est ambivalent. À la fois, on est absolument heureux et exalté de les voir sortir, retrouver leur famille, pouvoir les reprendre dans leurs bras. Et à la fois, on est horrifié par les scènes de défiance qui sont mises en place et orchestrées par le Hamas, par les scènes de violence. La sortie hier de Arbel et d'Agam et de Gadi ont été terrifiques, absolument. Vous pouvez terrifiques. nous expliquer ce qui s'est passé hier? Oui, bien sûr. Ils les ont obligés à passer au milieu de la foule, entre les membres armés du Hamas et les Gazaouis civils, ou en tout cas tels qu'ils sont présentés, à passer en plein milieu. Ils ont essayé de les faire passer dans la maison de Sinwar aussi, qui est le commanditaire de la qui a été tué, du pogrom Yahya du 7 Sinwar, octobre, qui a été tué évidemment, et bien heureusement, et qui avait été un prisonnier israélien suite à plusieurs attentats et libéré oui. Lors d'un autre accord de libération d'otages. Gilad Shalit, il y a 5 ans. Tout ça pour dire que les libérations de prisonniers qui sont faites aujourd'hui peuvent déclencher d'autres attentats, et pas seulement en Israël, puisque Netanyahou n'a pas accepté que tous retournent dans Gaza, en Judée-Samarie ou à Jérusalem-Est. Certains vont partir au Qatar et ça pourrait très bien arriver jusqu'en Europe, aux États-Unis. Mais ça veut dire que quand il y a libération d'otages israéliens du côté du Hamas, Israël libère des Palestiniens, dont certains cadres du Hamas, en fait, qui vont reprendre le combat. C'est ce qu'on peut s'attendre. Du Fatah, du djihad islamiste. Ils ont libéré samedi dernier un responsable de Jenin, de la branche armée du Fatah, qui avait commandité un attentat à Jérusalem, qui avait tué un Français étudiant à Sciences Po, par exemple. Hier, des terroristes ont été libérés après avoir fait un attentat à Netanya, qui a tué 2 Français, dont
dont l'un des enfants est membre du collectif et qui a dû donner son accord à l'État d'Israël pour faire libérer, pour pouvoir échanger les otages. Parce qu'il y a des listes, en fait, comment ça se passe, ces tractations pour les libérations d'otages de part et d'autre? Vous avez accès à ces dossiers? Non, mais au moins des échos par rapport à ça? On en a, évidemment, une fois que ça sort, en réalité, comme tout le monde. Hein. On n'est pas ni stratège de guerre, ni israélien, d'ailleurs, donc évidemment, il y a des demandes qui sont faites par le Hamas auprès d'Israël. Israël décide ou non de poursuivre sur telle ou telle personne, tel ou tel nom, de la même manière qu'il y a... alors, un peu moins sur les otages. Israël a du mal à imposer. On essaye, ça fait des mois, plus d'une année, mais là, en tout cas, cette semaine, il y a une exigence très claire de la part de l'État d'Israël pour avoir des nouvelles, des informations sur l'état de santé de Shiri, Ariel et Kfir Bibas, qui sont les 2 plus jeunes otages du monde, pas seulement de cette prise d'otages terrifique. Kfir a fêté, on l'espère, a eu 2 ans en captivité. Le 18 janvier. Il a été pris en otage quand il avait 9 mois. Il a passé plus de temps en otage dans sa vie que libre. Donc oui, on demande des informations qu'on n'arrive pas à obtenir. Et il y a un petit peu tout qui circule. On envoie des informations qui sont pas justes, qui sont pas confirmées. Alors on attend toujours d'avoir confirmation de l'État d'Israël et de Tsahal ou du Shin Bet, du Mossad, enfin de tous ceux qui sont dans le secret des dieux, j'ai envie de dire. On n'a aucune information, aucune certitude. Demain, le papa de Kfir Ariel va sortir vivant. Ça, on a enfin l'information, mais tant qu'on ne les voit pas, on ne sait pas. Et lui, d'ailleurs, en tant que père de Kfir, on ne sait pas s'il a eu des contacts, parce qu'il était séparé de sa famille lors de la prise de l'otage. On a compris sur les vidéos de propagande qui ont été envoyées par le Hamas, qui sont toujours impossibles à dater. Voilà, on ne sait pas s'ils nous envoient des vidéos de personnes qui ont été tuées entre-temps, des vidéos pour nous dire, oui, ils sont vivants. Est-ce que les enfants Bibas, ils ne nous les montrent pas pour les montrer à la fin, pour les garder jusqu'à la fin, parce que le prix a augmenté, parce que tout le monde en a parlé, et j'ose espérer que si on a fait augmenter le prix, on les a aussi maintenus en vie. Ça, c'est mon espérance la plus profonde. Voilà, donc c'est l'état d'esprit des otages libérés est terrible. Arbel hier est sortie, elle a dû apprendre que son frère a été tué le 7 octobre alors qu'elle ne le savait pas. Comment va vivre demain la sortie, Yarden sa sortie, en sachant que son épouse, ses enfants ne sont pas là et nous n'avons pas de nouvelles, que ses beaux-parents ont été tués le 7 octobre, ça va être, c'est cataclysmique. Alors après, il y a une prise en charge qui a été montrée par la Croix-Rouge, par l'État d'Israël aussi. La Croix-Rouge, permettez-moi de vous dire que pour l'instant, ils n'ont qu'un rôle de taxi depuis le départ. Oui, ils sont là pour on les a jamais vus, on les a sollicités, sursollicités dans tous les pays du monde. À aucun moment, ils ne se sont enquéris de la situation des otages avec seul argument que le Hamas ne les laisse pas. Mais aucune communication sur leurs réseaux sociaux, aucun combat. À un moment donné, je vois bien qu'on est en face des terroristes, mais montrez que vous essayez. Ne faites pas la même chose que vous avez fait lors de la Seconde Guerre mondiale. En contrepartie, ils n'ont jamais hésité à imposer à Israël de donner les menus alimentaires qui sont donnés aux prisonniers palestiniens, de vérifier que les horaires de visite familiale sont respectés. Enfin, 2 poids 2 mesures, à un moment donné... Donc pour moi, à mon sens, la Croix-Rouge ne sont que des taxis. Et pour ce qui est de la prise en charge des otages, une fois libérés justement, vous avez des informations sur la façon dont ils sont pris en charge? Oui, pas dans le détail, d'abord parce que je ne suis pas psychologue, mais il y a un protocole en Israël qui s'appelle le protocole 6C, qui est un protocole de premier soin de secours d'urgence en cas d'attentat, d'attaque, etc., qui a été mis et adapté... qui a évolué et été adapté pour la prise en charge des otages libérés. Je sais que la première chose qui la prise de laisser de même Amin Soussana commence à parler, elle est sortie en novembre de l'année dernière. Donc c'est assez long.
évidemment. Et il y a demain, selon les informations données par le Hamas, donc cet otage franco-israélien Ofer Calderon, qui fait partie des libérés. Il reste un Français franco-israélien qui est en détention. Quelle est votre vision de l'activité du Quai d'Orsay pour accélérer la libération des otages franco-israéliens? C'est très... disons que c'est très secret. On va le dire comme ça. De temps en temps, il y a des directives qui me parviennent pour ne pas manifester à tel moment, pour éviter de faire tomber un accord ou voilà. Mais c'est pas très au vu de tous. Mais vous avez été en lien avec eux depuis le 7 octobre? Oui. Le président Macron n'a pas une position tranchée. Il marche comme pour tout, une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche. Bon, n'étant pas très clair, voilà. Je sais en revanche que lors des libérations de novembre, il y a eu une grosse pression pour faire sortir un maximum de pour faire franco. Donc c'est plutôt en fin d'année dernière qu'il y a eu une accélération par rapport à la volonté de peser dans la libération des Franco-Israéliens. Et est-ce que l'élection de Donald Trump a accéléré les choses également, et la prise de fonction le 20 janvier? Je pense. Je le disais hier, Monsieur Trump est quelqu'un de très imprévisible. Donc je pense que ça a inquiété beaucoup de personnes qui se sont accélérées dans les négociations avec le Hamas, pour tous ceux qui ont des liens avec eux. Vous voulez dire de quel côté? Qui étaient les gens les plus anxieux? Le côté Hamas ou le côté occidental israélien? Je pense que le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, enfin tout le monde s'est un petit peu plus activé, bien entendu. Et justement, le Qatar, vous dites que certains de ces pays vont accueillir des prisonniers palestiniens. Quels sont les rapports depuis le 7 octobre, notamment du Qatar avec le Hamas? Je ne les connais pas, donc je ne sais pas, mais j'ose espérer qu'ils les auront sous surveillance accrue. J'ose espérer. Ouais. Parce que, un terroriste n'a pas besoin d'être sur le terrain pour commanditer un attentat. On l'a vu plusieurs fois, y compris en France. Et j'ai bien peur. On l'a vu plusieurs fois, que le terroriste commandite les prochaines années. Mais sous quel pourquoi le faire en réalité? Pourquoi avoir fait le Bataclan? C'était encore d'autres. On en parlera d'ailleurs. On parlera de ce fondamentalisme et de ce radicalisme religieux à 13h sur ces faits-là. Pour ce qui est de la Palestine, on voit bien que le Hamas a quand même subi de lourdes pertes. Tous ses dirigeants, ses cadres notamment, Yahya Sinwar, ont été tués par l'armée israélienne. Mais avec ces libérations de prisonniers, on va voir peut-être une reconstitution d'une force armée du Hamas à la fois à Gaza, mais aussi dans les États autour. C'est fort probable. C'est évidemment fort probable. Et je pense que c'est leur plan d'action. Ils sont très affaiblis, heureusement. On le voit aussi sur les images de libération. Quand on prend des gros plans, on voit qu'ils sont bien moins nombreux que ce qu'on montre sur des images resserrées. Ça reste toujours des images de propagande. Et surtout des images de propagande et pour montrer leur force, notamment aux personnes qui sont en Judée-Samarie, Cisjordanie ou dans Gaza ou autour, tout le pays. Voilà, donc ou autour. Voilà. À la fin. Nous ne savons pas ce qui va se passer sur la seconde et troisième phase, si tous les otages vont pouvoir être libérés ou non, et combien de temps ça va durer. C'est un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin de la guerre. Il n'y a pas eu de absolument pas. Et ça pourrait dérailler à tout moment, en fait. On l'a vu hier, c'est très fragile. Israël a retardé de 3 heures la libération des prisonniers palestiniens. Donc là, on attend demain la libération de 3 otages supplémentaires. Enfin, c'est au compte-gouttes. Et comme vous le dites, il y a encore une 60aine d'otages et 2 phases supplémentaires. Ils sont 82. Ils sont 82 et à la fin de la première phase, ils seront 60 environ.
Et on ne sait pas non plus l'état, comme vous le disiez, physique, mental, ni s'il y a des morts dans la liste qui a été fournie par le Hamas, c'est ça? Absolument pas. Ouais. Et la position de Benjamin Netanyahou, est-ce que pour lui c'est une victoire, ces libérations d'otages, ou est-ce que c'est un peu un aveu de défaite aussi, vu le nombre de prisonniers palestiniens qu'il est obligé de libérer? C'est terrible de devoir libérer des prisonniers. En revanche, la vie humaine dans une démocratie, et j'ose espérer dans toutes les démocraties, passe avant tout le reste. Il n'est pas question, on ne parle pas de prisonniers, on parle d'otages civils. Certains étaient militaires. Alors, le service militaire est une obligation en Israël. Aucun d'entre eux n'a été militaire de carrière. Vous prenez par exemple les otages qui ont été libérés samedi dernier et à Gam hier. Ce sont des observatrices, elles n'étaient pas armées et elles ont été enlevées en pyjama. Elles ont été rendues en tenue militaire. Oui, mise en scène là encore. Mise en scène pour faire croire que c'était des prisonniers de guerre. Non, ce sont des otages. C'est important à rappeler parce que c'est vrai que le service militaire est obligatoire et assez long d'ailleurs. 2 ans pour les femmes, 3 ans pour les hommes. Et donc aujourd'hui, la position de Benjamin Netanyahou, c'est laquelle? C'est de tout faire pour que les 80 otages soient libérés? Tout faire pour libérer les otages, tout faire pour détruire le Hamas, et je pense qu'il est évidemment toujours dans cette optique-là, même si on le voit, c'est très long et très compliqué, les tunnels n'ayant pas aidé, la stratégie de guerre est très compliquée là-bas. Oui, ça restera compliqué et à suivre pour la libération du reste des otages. Merci beaucoup Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e et présidente du collectif du 7 octobre, d'avoir répondu à nos questions. Et puis on attend bien sûr demain la libération donc du franco-israélien Ofer Calderon et de Keith Siegel et Yarden Bibas, le père du bébé Kfir. Merci beaucoup. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors vous vous rappelez peut-être il y a de ça quelques jours, le Sénat s'était dit dans un élan de générosité ou du moins d'effort collectif qu'il serait bon d'économiser 2,8 millions d'euros par an qui sont en fait ces fonds alloués aux anciens premiers ministres et anciens présidents de la République. Alors on se rappelait Bernard Cazeneuve, Premier ministre pendant 5 mois, qui coûte 200 000 euros par an pour des frais de voiture et des frais divers qui ne sont pas des frais de sécurité. La sécurité de ces personnes étant assurée autrement. Dominique de Villepin, 197 000 euros par an, etc., etc. Et puis Nicolas Sarkozy, qui est, lui, devant les juges encore aujourd'hui, comme toute la semaine, pour l'affaire libyenne du financement de sa campagne de 2007, peut-être par l'argent de Mouammar Kadhafi. Tout ça, bien sûr, était plutôt dans le bon sens. On demande aux Français de faire des efforts, alors que ceux qui incarnent l'élite de la nation, entre guillemets, fassent eux aussi des efforts. Eh bien non, figurez-vous qu'il y a une commission mixte paritaire, c'est-à-dire un mélange de députés et de sénateurs qui s'est réunie et qui aujourd'hui a décidé de ne pas revenir sur les privilèges, parce qu'il est question de privilèges. Et d'ailleurs, François Bayrou était absolument contre le fait de revenir sur ces privilèges, tout comme le gouvernement ou Emmanuel Macron. C'est vrai que faudrait surtout pas toucher à ces avantages particuliers de ceux qui ont fait que la France actuellement est endettée à hauteur de 3 300 milliards, que c'est une faillite totale et que c'est très difficile pour l'ensemble des Français de finir le mois. Alors quand même, il faut saluer le courage de François Bayrou, Premier ministre exemplaire, qui, et c'est Challenge qui nous l'apprend, le magazine, a décidé d'entreprendre un régime sans vin et sans frites, parce que figurez-vous qu'il a beau être en pleine forme, il a quand même subi une prise de poids excessive, et donc pour montrer l'exemple, eh bien, François Bayrou, notre bon Premier ministre, arrête le vin et les frites. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, les privilèges ont de beaux jours devant eux, mais ils seront à nouveau discutés pour le budget 2026. Un an de répit, peut-être. Tout dépend effectivement de motions de censure en gouvernement à la France, ce pays incroyable qui a connu la révolution de 1789 pour rien. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler économie, Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. Alors, je faisais écho, bien sûr, aux 3 300 milliards de dettes dans mon édito, mais on apprend que l'Allemagne n'est pas non plus en super forme économique, avec de nombreuses faillites d'entreprises, notamment les sous-traitants dans le secteur de l'automobile, un taux de chômage historique qui remonte, tout comme en France d'ailleurs. Il y avait ce matin France Travail qui faisait un état des lieux de l'emploi en France. Si on regarde l'économie européenne, elle n'est pas très en forme, notamment avec ce moteur franco-allemand qui est à l'arrêt.
d'arrêt quasiment. Et quelles sont les perspectives selon vous pour un mieux économique ? Ah, c'est grosse suspense. Là, on voit pas la lumière au bout du tunnel, ou si vous voyez de la lumière au bout du tunnel, faites gaffe, c'est probablement les phares de la locomotive et vous avez intérêt à raser les murs. Et en Allemagne, pour l'instant, les sous-traitants, effectivement, automobiles, mais également du secteur de la chimie, ça rase les murs. Bon, la chimie, oui, pourquoi ? Parce que ça fournit aussi des composants plastiques pour l'automobile. Alors, il va peut-être y avoir un mieux pour les constructeurs allemands s'ils vont se délocaliser aux États-Unis. Oui, mais ça fera pas l'affaire des sous-traitants allemands, évidemment, puisque là, on fera venir probablement des pièces du Mexique ou du Canada. Mais c'est déjà le cas sur le fait de ces faillites d'entreprises, parce que déjà certains constructeurs ont délocalisé sur des marchés plus porteurs et beaucoup moins chers en main-d'œuvre. Donc c'est déjà le cas. Ah, mais c'est le cas, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on assiste à l'hémorragie. Nous, on subit la même. Alors nous, en plus, là, sur les 68 000 entreprises qui ont fait faillite en 2024, on a en plus de ça, nous, un bâtiment qui est vraiment en crise, 330 000 permis de construire en 2024, c'est un minimum historique. À 500 000, on considère déjà qu'on est très très en dessous de la satisfaction des besoins. Alors à 330 000, bon, c'est consternant. Ouais. Et vous avez aussi parmi les causes très très prégnantes de ces faillites, vous avez la hausse des prix de l'énergie. Oui. Et là, on est au-delà du fait que Trump veut attirer des entreprises aux États-Unis. Là, c'est nous-mêmes qui nous sommes tirés une balle dans chaque pied, dans chaque genou, avec des tarifs d'électricité complètement absurdes, mais qui ruinent des PME qui ont déjà pas beaucoup de boulot maintenant dans le bâtiment. Mais si en plus de ça, un atelier de menuiserie voulu tripler sa facture électrique, d'électricité, c'est mort, quoi. Mais ça va au-delà, parce qu'on se rappelle tous de l'audition du patron de Michelin, il y a de ça quelques jours, qui expliquait que lui ne pouvait pas continuer dans ces conditions avec un prix de l'énergie aussi cher. On voit bien qu'il y a une vague de ras-le-bol de la part des patrons. Bernard Arnault, qui lui se plaint de la taxation de l'autre côté. Alors si on revient d'abord sur l'énergie, ça fait longtemps quand même que les grands patrons et un ancien dirigeant d'EDF critiquaient le choix français de ne pas continuer sur la filière nucléaire et de faire des choix politiques délétères en matière économique. Pourquoi ces alertes, pourtant régulières, des grands patrons ne sont pas entendues par les politiques? Alors qu'ils n'écoutent pas les Français du peuple, c'est normal, on va dire, puisque c'est pas leur boulot. Mais quand un grand patron commence à dire que ça va pas, pourquoi ils ne l'écoutent pas? Je pense qu'on a affaire à des effectifs politiques qui ne sont pas du tout business oriented. Moi, j'ai découvert cette statistique. Macron, depuis son élection en mai 2017, a eu 157 ministres. Je pense qu'il n'y en a pas plus de 2 qui sont d'ex-chefs d'entreprise. Le dernier grand chef d'entreprise qu'on a eu dans un gouvernement en France, c'était Francis Mer. Ça remonte à l'époque Chirac. C'est pour dire. Vous oubliez Thierry Breton. Pardon? Oui, Thierry Breton. Thierry Breton, c'est l'antithèse du chef d'entreprise. C'est un fossoyeur d'entreprise. Il a fossoyé Bull, il a fossoyé Thomson, il a fossoyé Atos, et son passage à la tête de France Télécom n'a pas laissé un souvenir impérissable. Et pourquoi Monsieur Breton a-t-il fossoyé les entreprises? Parce que ce n'est pas un entrepreneur, c'est un profil à nouveau d'énarque de grand commis d'État. C'est pas un entrepreneur, Monsieur. Musk, c'est pas Monsieur Musk qui a créé 4-5 entreprises qui sont toutes archi successful. Lui, c'est le gars qui n'a créé aucune entreprise et qui a coulé les 4 dans lesquelles il a exercé les plus hautes fonctions.
Ouais. Donc voilà pourquoi le gouvernement n'entend pas les chefs d'entreprise. Il y en a pas. Ou alors si ils ont des interlocuteurs, ça va être essentiellement au sein des banques, parce que là on se retrouve entre anciens de l'ENA, anciens de Promo, anciens inspecteurs. Avec Monsieur Lombard, on a un ancien banquier à la tête de Bercy. Est-ce que c'est pas mieux que Bruno Le Maire? C'est ça que je veux dire, voilà. C'est quelqu'un, je pense, qui comprend probablement mieux l'entreprise que des ministres dont ils se demandent eux-mêmes d'ailleurs ce qu'ils font à leur place, comme Madame Elisabeth Borne. Certes, il comprend mieux, mais il n'a pas un logiciel d'entrepreneur. Donc, on a affaire à des dogmatiques. Ouais. Et il a été très très gentil quand même, le PDG de Michelin, de pas mentionner que si on vend moins de pneus en France aussi et ailleurs en Europe, c'est que vous avez presque partout des lobbies écolos anti-bagnole. Donc quand vous faites rouler les gens à 50 km/h sur le périph', et c'est un exemple que vous pouvez multiplier par autant de villes qui ont aujourd'hui des rocades, etc., que vous découragez par tous les moyens les gens de rouler, et à un moment, ça alors, on vend moins de pneus. Et puis là, c'est les pneus maintenant, ils équipent des voitures électriques hors de prix que la plupart des gens peuvent pas se payer. Tiens, on vend moins de voitures, on vend moins de pneus. Et vous avez donc des écolos qui disent, comment ça, Michelin ferme des usines, mais comment est-ce possible? Ces gens-là sont les fossoyeurs de notre économie. Et ensuite, ils vont se plaindre que les entreprises ferment parce qu'elles ne vendent pas leurs produits. Je trouve ça absolument merveilleux. Vous avez suivi peut-être, parce que l'Union européenne est responsable aussi de ces choix politiques délétères, notamment sur, en 2035, la fin des voitures thermiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, les filières automobiles en Allemagne et en France sont dans le rouge et ont bien des difficultés. Or, cette semaine, Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, et Ursula von der Leyen ont découvert la boussole, la nouvelle boussole de l'Union européenne, qui est non seulement un plan, dit Stéphane Séjourné, mais un business plan, c'est-à-dire là, il va falloir refaire la compétitivité. Et on voit ces gens, dans des grandes pièces à Bruxelles, discuter de comment éviter la catastrophe qu'ils ont eux-mêmes créée. Comment on en est arrivé là? Comment l'Union européenne en est arrivée à être une machine bureaucratique à perdre, telle les Shadocks, et comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de responsables économiques et politiques qui appellent à arrêter les frais? Alors là, tu aurais dû finir tes questions par « vous avez 2 heures ». Tu me donnes combien? 2 minutes? 3 minutes? 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. Bon, alors on va aller très très vite. Je parlais du personnel politique français. On le voit, il n'y a pas de chef d'entreprise, il n'y a même pas d'économiste, on va dire, pragmatique. On n'a que des dogmatiques. Et au niveau de l'Europe, là, tu évoquais la décision de proscrire le thermique en 2035. Ouais. Effectivement, on s'est réunis. Mais combien y avait-il effectivement de chefs d'entreprise, de responsables économiques pour dire mais vous êtes complètement dingo, vous arrêtez le thermique, mais vous donnez le marché aux Chinois là. On produit pas de batterie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous allez anéantir d'un trait de plume notre filière automobile. Donc ce sont des gens qui se sont réunis, et c'est dans l'entre-soi de gens incompétents et complètement déconnectés de la réalité. Mais là où on touche au sublime, on découvre que l'Union européenne a financé en soum-soum des lobbies écologistes qui ont torpillé la filière nucléaire française, qui sont d'ailleurs parvenus à leur fin puisque la filière nucléaire allemande a été éteinte, abandonnée, remplacée par le charbon. Donc les écolos là ont réussi un tour de force, c'est que ils ont réussi à faire exploser les émissions carbone d'Allemagne, et ils s'en sont pris également
à l'autre filière polluante qui est l'automobile, polluante quand on les fabrique et polluant quand on les utilise. Voilà, donc pour les écolos, il faut combattre le CO2, dont je rappelle que c'est quand même une composante de 0,04% de l'ensemble de l'air que nous respirons et qui entoure la planète, et les émissions dites anthropiques représentent 0 quelque chose derrière la virgule. Autrement dit, on combat la capacité de réchauffer l'atmosphère de 0,004%, et on considère que les 99,997 autres pourcents ne comptent pour rien dans le réchauffement climatique. Donc le dogme, c'est décarboner, mais je dirais que les écolos ont quand même trouvé des alliés de circonstance. C'est que quand ils ont pondu cette idée de décarboner et qu'on a créé, je dirais, c'est le GIEC, on l'a créé presque pour ça, pour accréditer la thèse qu'il fallait décarboner à tout prix, et bien ils ont trouvé des alliés qui sont les vendeurs de crédit carbone. Vendeurs de crédit carbone, c'est devenu un marché archi juteux. Et on se rappelle de cette gigantesque escroquerie à la TVA sur les crédits carbone qui a coûté je ne sais plus combien, 5 ou 6 milliards à l'UE. Et la décarbonation et ces crédits carbone ont abouti à une chose, c'est qu'effectivement nos entreprises ont fui vers le Maroc, la Turquie, partout où elles pouvaient polluer sans compter, quoi. Et aujourd'hui, c'est en train de fuir vers les États-Unis, où on a une énergie 3 fois moins chère qu'en France, et où Trump, lui, a qualifié carrément cet objectif de décarboner, il l'a qualifié de foutaise. Mais repensons-y quand même que l'Europe a consacré des fonds secrets pour que les écolos puissent torpiller notre économie. Ouais, c'est quand même assez fort, but contre son camp, exceptionnel de la part de l'Union européenne. On va marquer une courte pause et puis on va parler de cet exode des entrepreneurs aux États-Unis et ailleurs, avec notamment la déclaration de Sophie Binet et puis de Bernard Arnault aussi, qui en a marre des impôts. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec notre invité, l'économiste Philippe Béchat, pour parler de l'état de l'économie française et européenne. Alors, d'abord, les patrons qui se plaignaient du coût de l'énergie et les nombreuses faillites qui s'en suivent. Et puis, un autre patron emblématique en France, cette fois-ci, Bernard Arnault, qui, lui, lors de la présentation des résultats de LVMH, s'est attaqué aux taxes en disant, écoutez, si ça continue comme ça, c'est très simple, je vais aller ailleurs. Là encore, un risque évident à vouloir trop taxer les entreprises et les plus riches, puisque c'est une des pistes de développement pour le budget de François Bayrou. Eh bien, on risque de les faire fuir. C'est pas nouveau, mais est-ce que c'est des menaces en l'air ou est-ce que c'est réel ? Ça pourrait, à mon avis, devenir réel. Bernard Arnault s'exprime très rarement. C'est probablement le grand patron, le plus rare médiatiquement. Donc voilà, il est bien à l'image de ses produits. Ce qui est rare est cher. Et donc, quand il prend la parole, c'est qu'il a vraiment quelque chose à dire. Et là, je pense que il n'a pas évoqué une délocalisation vers les États-Unis, mais enfin, on a bien compris qu'il aurait peut-être quand même des projets outre-Atlantique. C'est pas pour rien qu'il était le seul grand patron européen invité à l'investiture de Donald Trump. Donc oui, il faut prendre ces paroles au sérieux. Alors, bien sûr, moi j'entends toutes les objections. Ça a été l'homme le plus riche du monde. Maintenant, bon, il a été détrôné par Elon Musk, mais ça a été longtemps l'homme le plus riche du monde. Il a quand même fait sa fortune en étant bien aidé par l'État dans les années 80. Les grandes entreprises du CAC 40 bénéficient d'aides très importantes, le CICE, les réductions Fillon, à pas prétendre les PME ou les PMI.
j'en parle en connaissance de cause, puisque moi j'en ai créé une qui s'appelle Cercle Finance et qui existe toujours et qui heureusement est profitable. Mais qu'est-ce qu'on supporte comme lourdeur administrative, c'est incroyable. Et puis nous, on n'a droit à absolument aucune aide et aucune déduction. Ouais. Non, on va dire que le sort de Bernard Arnault ne fait pas pleurer dans les chaumières, j'en suis bien d'accord, et que tout le monde envie LVMH de dégager jusqu'à 10 milliards de profits par an. Et quand on voit ça, on se dit tapons dedans. Mais le problème, c'est que ça, c'est un raisonnement de ponctionnaire ou de haut ponctionnaire. Hein, c'est ce que dit d'ailleurs la porte-parole du gouvernement. Quand les temps sont difficiles, il faut faire des efforts. Mais pourquoi est-ce que c'est toujours à ceux qui sont compétents, rigoureux, compétitifs de payer pour ceux qui gaspillent l'argent? Hein, c'est toujours la même chose. Hein, quand on a un tonneau qui est troué, au lieu de boucher les trous, on va chercher plus de seaux pour le remplir plus vite. Et le seau, on le remplit dans la fontaine du voisin. Donc ça, c'est tellement français de se dire qu'il n'y a pas un problème d'erreur stratégique, de gaspillage, de décisions politiques absurdes, voire iniques, qu'on ne puisse résoudre par plus de taxes, la hausse d'un coefficient, la création d'un nouvel impôt. Bon, voilà, on passe de 25 à 40%, au-delà de 3 milliards. Bon, celui qui gagne 2,9 milliards, il est content parce que lui, il va y échapper. Enfin, mais commençons. Si on a estimé que les recettes possibles de cette surtaxe, ça tournerait autour de 8 milliards. Déjà, commençons par couper 8 milliards de dépenses dans les cabinets conseils américains. Voilà. À quoi servent les gens qui sortent de l'ENA si c'est pas justement pour mettre sur pied des plans ambitieux, voire compliqués, alambiqués? En fait, c'est quoi aujourd'hui les gens qui sont à Bercy? C'est des hauts fonctionnaires. C'est pas des visionnaires. Justement, on voit bien que c'est très facile de créer de nouvelles taxes. Visiblement, c'est quasiment un sport national. En revanche, trouver des économies, là, c'est très très compliqué. On voit, alors il y a des effets d'annonce. Hein, il faudrait se séparer de certaines agences gouvernementales qui ne servent à rien. Mais quand on a quand même l'ancien haut commissaire au plan, François Bayrou, qui est nommé Premier ministre. François Bayrou, c'est 4 ans au commissariat au plan. Pourquoi 3 ou 4 rapports qui servent à rien? On peut dire que là, on a affaire à un champion en fait du truc étatique qui sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait d'un gouvernement pareil pour les économies en l'occurrence? François Bayrou, c'était un coup incroyable, un hôtel particulier, une centaine de personnes à son service. Donc commissaire au plan, lui je pense que son vrai plan c'était d'être commissaire. Et il n'a rien produit qui serve à la France. Et quant aux fameuses agences, on en compterait 1200. Alors entre les agences, les comités d'experts, les ONG qu'on finance. Aujourd'hui, il y a par exemple l'Office français de la biodiversité qui est en grève, 3000 agents dont 1700 sur le terrain parce que ils sont lâchés par le gouvernement, comme l'ADEME, comme l'ANSES, d'autres agences qui travaillent dans le cadre de la transition écolo. Et on voit bien qu'il y a un problème parce que les agriculteurs ne comprennent pas qu'ils sont traités comme ça par les agents de l'État. Les agents de l'État, eux, pensent que leur mission n'est pas soutenue par le gouvernement. Enfin, on nage en plein délire. On n'a plus les moyens, en fait, de tout ça. On n'a pas les moyens. Puis surtout, est-ce qu'on a les moyens de financer certains comités où vous comptez jusqu'à une centaine de personnes qui doivent se réunir 4 fois par an, qui produisent des travaux qui ne sont pas accessibles au grand public, des gens qui sont grassement payés. Et je pense qu'aujourd'hui, si on leur demandait de produire justement quel rapport, sur quoi ils ont travaillé, ils iraient sur DeepSeek, ChatGPT ou QN et ils sortiraient un rapport de 80 pages dans lequel il y aurait absolument rien d'exploitable. Alors moi, j'ai une piste quand même. Pour que la France redéploie des moyens et mobilise les cerveaux. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la décarbonation, je pense que c'était une foutaise.
En revanche, le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et je vous en parle, moi, en tant qu'alpiniste. J'étais pendant 20 ans sur des glaciers, donc je peux vous dire que je les ai vus fondre régulièrement et irrévocablement. Et puis aujourd'hui, où on découvre que là où certains glaciers se retirent, on retrouve des troncs d'arbres fossilisés qui datent d'il y a 8000 ans. Donc, il y a eu des périodes de refroidissement, de réchauffement, et le réchauffement est une réalité. Et donc, il faudrait qu'on s'y adapte. Et là, ça pourrait effectivement nécessiter, comme on dit, un vrai commissaire au plan, en se disant de combien ça va se réchauffer de dixièmes de degré, et qu'est-ce qu'on va gagner au nord en terre cultivable, et qu'est-ce qu'on doit irriguer au sud pour que ça reste cultivable. Je rappelle que le réchauffement est une vraie chance. Je reviens d'Inde, j'y étais donc il y a 3 semaines, et où le réchauffement, alors j'étais également au Népal, eh bien le réchauffement dans les régions du Nord ont permis de passer en une vingtaine d'années de 2 à 3 récoltes par an. Donc le réchauffement ne va pas... Alors pour tout le monde, c'est pas une catastrophe, mais ça existe. C'est un autre sujet, Philippe Béchat, qu'on abordera évidemment, hein, le réchauffement climatique et les opportunités économiques qu'il implique, même s'il reste dangereux pour une partie des habitants de cette planète. Merci beaucoup. On doit se quitter, d'avoir répondu à nos questions pour ce qui était de l'état économique de la France. Nous, on va marquer une courte pause pour se retrouver en deuxième heure avec notre invité Pierre Conessa pour son livre « Les religions font-elles plus de bien que de mal ?» À tout de suite sur Sud Radio. Si vous souhaitez réagir ou nous appeler au standard, c'est 0826 300 300. À tout de suite. L'invité pour cette deuxième heure est Pierre Conessa qui sort un ouvrage qui est un rappel d'un débat que vous avez eu avec Rémi Brague au Collège des Bernardins. Les religions font-elles plus de bien que de mal ? C'est une vraie question. Bonjour Pierre Conessa. Pourquoi ce débat a eu lieu au Collège des Bernardins sur la question de la religion et son humanisme ou non ? L'initiative est venue du Collège des Bernardins, qui est maintenant, vous savez, une association d'animation, de débat, etc., dans ce lieu prestigieux qu'est le Collège des Bernardins. Et deuxième remarque, vous remarquerez que ça s'appelle les religions. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a bien une interrogation qui méritait d'être mise au pluriel, sous une forme de débat pour que la rende, si vous voulez, digeste, pas se lancer dans des débats théologiques, et parce qu'effectivement, la question peut se poser pour toute la débat. Moi, j'ai radicalisme. 10-80, tout le monde parlait du retour du religieux. Oui. Mais par contre, dans les années 80, et avec la révolution iranienne, il faut commencer à parler des radicalisations. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation qui a touché toutes les aires religieuses, y compris le bouddhisme et l'hindouisme. Oui. Vous expliquez, les Rohingyas, par exemple, sont des communautés maltraitées par la majorité bouddhiste, parce que eux sont musulmans, par exemple. Oui, et puis leur histoire est un continuum, c'est-à-dire ce sont des gens que les Anglais, à l'époque de la colonisation, avaient pris au Bangladesh pour les faire travailler dans la plantation de thé à l'ex-Birmanie. Quand la Birmanie est devenue indépendante, qu'elle est devenue le Myanmar, ils ont dit non, ces gens-là sont pas de chez nous, donc c'était des apatrides. Ils avaient créé une masse d'apatrides. Et puis ensuite est monté une espèce de radicalisme bouddhiste, dont le héros est Viratu, vous savez, ce type sur lequel Barbet Schroeder a fait ce film extraordinaire. C'est un véritable fasciste. Et il désigne les Rohingyas comme responsables de la planète, de tous les malheurs du monde. Et on est dans une processus d'épuration. Et les pauvres gens sont poussés dans le delta, dans zone inondable, et puis personne... BHL, c'est pas pour mobiliser pour eux. Non, et personne d'ailleurs, les Rohingyas n'intéressent pas Raphaël Glucksmann ou BHL. Non, parce qu'encore une fois, il faut médiatiser une cause. Mais aller parler des Rohingyas, il faut expliquer tout ce que je vous ai dit, puis il faut se trouver un leader. S'il n'y a pas de leader sur place, c'est difficile, ça se vend pas. Ouais. Donc en fait... Et donc vous avez aussi le cas inverse, c'est-à-dire le cas de l'Inde, avec l'arrivée du pouvoir du BJP, qui est dirigé par Modi, Narendra Modi. Et Modi explicite carrément que il faut mener une politique anti-musulmane. Alors il a un argumentaire de victimologie, puisqu'il dit les musulmans nous ont imposé pendant 5 siècles leur pouvoir.
Ils prétendent qu'il y a eu 200 millions de personnes qui auraient disparu pendant l'occupation musulmane. Donc, il y a un processus de vengeance. Cette vengeance prend la forme, si vous voulez, on détruit des mosquées pour montrer qu'il y avait des temples avant, des temples hindouistes avant. Donc, vous voyez, tous ces processus-là sont très généraux. C'est pour ça que le pluriel est important. Oui, parce qu'on a l'impression que seule une religion souffre de radicalisme, ce serait l'islam, mais c'est pas le cas. Et puis, il y a cette histoire des religions où, si on regarde en arrière, le nombre de morts est incalculable, quelle que soit la religion, au nom de l'idéologie. Oui, absolument. Vous avez bien raison d'utiliser le terme d'idéologie, parce qu'on est effectivement... Vous savez, un de mes premiers bouquins était un guide du paradis. Parce que je me suis demandé, depuis le temps que les hommes se tapent sur la figure pour expliquer qu'ils ont le Dieu unique et miséricordieux, ils sont arrivés à la conclusion qu'on est à match nul. Et donc, ça explique pourquoi il y a plusieurs descriptions du paradis. Ouais. Effectivement, alors, entre le paradis bouddhiste, où vous êtes une espèce d'esprit évanescent... et où le paradis musulman, où vous savez qu'on vous promet 20 vierges continuellement disponibles, vous comprenez bien que l'offre est assez différente. Donc si vous vous placez sur le plan commercial, je comprenez bien que l'offre est placée sur le plan disant que c'est la parce que c'est la grande partie. Problème comme ça, tout à coup, vous relativisez une grande partie du discours de l'exclusivité qui caractérise ces radicalismes. Mais au-delà du radicalisme, en fait, est-ce que le fait religieux, c'est pas les premières multinationales, en fait, qui vendent de la foi, enfin, et de manière forcée parfois, sur une planète entière? On voit qu'avec les religions du livre, on a perdu en diversité de croyances, finalement. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs étapes très significatives. D'abord, évidemment, l'apparition des monothéismes. Le monothéisme étant article premier, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le mien, c'est sûr que ça diminue l'offre en face de ça. Et puis pour ce qui concerne l'Empire romain, vous connaissez le processus. Après la phase de martyr, si vous voulez, il y a eu la phase de conquête, d'extermination, d'expulsion des autres, etc. Et toutes les religions ont eu, c'est leur phase militariste, puisque rappelez-vous, les croisades pour ce qui nous concerne, mais la vie de Mahomet, à la différence de Jésus, est un conquérant. C'est pas un homme qui se fait martyriser sur une croix. Donc, si vous voulez, ces histoires sont assez intéressantes à revoir dans le temps long. Parce que si on les voit dans le temps court, on se rend compte qu'effectivement, on va se focaliser, comme nous le pensons nous, sur le radicalisme musulman. Mais vous savez, les néo-évangéliques américains, qui sont une des franges du protestantisme, ont validé l'invasion de l'Irak avec des arguments totalement théologiques. On valide des arguments parce qu'ils Israël était... Ouais. Ce que fait le gouvernement Netanyahou qui défendent cette thèse. Bien entendu. Ouais. C'est pour ça que, vous savez, le fait qu'aujourd'hui il y a un radicalisme juif, qui effectivement est conquérant, est assez inadmissible, parce qu'on se dit, si les anciennes victimes commencent à devenir bourreaux, alors effectivement, il va y avoir encore quelques massacres à l'horizon. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce rapprochement entre les néo-évangéliques et les juifs radicaux, c'est que une fois, il y avait un débat entre Netanyahou et puis justement certains de ses représentants qui sont leurs principaux soutiens aux États-Unis. Mais évidemment, le débat de fond, c'est le retour du Messie. Est-ce que ça se traduit par le triomphe du judaïsme ou par le triomphe du christianisme? Alors finalement, il a dit, écoutez, le jour où il viendra, on lui posera la question. Savoir s'il était déjà venu ou pas. S'il était déjà venu une fois ou si c'est la deuxième fois. C'était sa première fois ou deuxième. Mais d'ailleurs, la victoire de Donald Trump aux États-Unis, elle est le fait aussi de ces courants religieux. Quand il échappe à la mort après cet attentat, il a bien dit qu'il y avait quand même la main de Dieu dans cette survie. Et puis dans son discours d'investiture, il a expliqué qu'il comprenait ce qu'il faisait. Il avait une mission donnée par Dieu pour Make America Great Again. Dieu est très présent dans la politique américaine. Oui, c'est vrai que nous sommes toujours surpris parce qu'on a tendance à penser le monde comme nous, mais c'est vrai que la société américaine est une société très profondément religieuse. Rappelez-vous que le débat sur la société américaine religieuse, l'avortement, c'est les pères fondateurs, enfin la terre d'Europe, ils se sont enfuis. Et quand ils vont considérer que c'est la terre promise, leur inquiétude commence quand arrivent des catholiques migrants, c'est-à-dire des Italiens, des
Après la première vague en fait de protestants qui venaient d'Europe du Nord. Ah oui, alors ils considèrent que ce sont les descendants de leurs persécuteurs, si vous voulez, qui vont venir. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle les rencontres d'Arusha, qui sont des rencontres dans lesquelles il y a une espèce de radicalisation du protestantisme pour refuser ces gens-là. Et rappelez-vous, quand Kennedy est élu président aux États-Unis, on remonte aux années 60, on disait extraordinaire, regardez, c'est le premier catholique qui vous voyez. Donc il y avait cette espèce d'animosité, et qui encore une fois est interne au christianisme. Donc il faut les revoir tous comme ça, parce qu'il y a toujours des abrutis partout, c'est ça qui est assez rassurant quand même. Oui, enfin, des gens qui utilisent aussi le fait religieux, non pas pour la spiritualité, mais pour la politique. Hein. C'est vraiment ça, en fait, qui ressort de ce livre. Oui, c'est vrai, c'est une transcription politique du fait religieux, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le principe consiste à dire, vous savez, les radicalismes se caractérisent par un triptyque qui est une terre, une foi, un peuple. Bon, une fois que vous avez défini ça, vous savez, il y a eu quelques antérieurs qui ont raisonné comme ça, notamment Hitler, puisque effectivement, toute minorité, qu'elle soit religieuse ou autre, effectivement, n'a plus sa place. Il y a une géopolitique qui est implicite. Si vous regardez, on n'a plus sa place. Regardez par exemple, de la bière. Si vous regardez évidemment la carte des salafistes, là, c'est même pas la peine de s'y attarder, mais on est sur quelque chose où il y a une géopolitique imaginaire. Par exemple, il y a un débat très intéressant chez les salafistes sur l'Andalousie. Ils estiment que l'Andalousie, qui a été une grande époque de l'islam, devrait être une terre musulmane. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose qui est assez fascinant. Ouais, qui évolue au gré des siècles. Et puis, il y a ce XXe siècle aussi, où on pensait en avoir fini avec les religions d'une certaine façon, en imposant, enfin, avec l'émergence de ces nouvelles religions, le nazisme, le communisme, hein, qui sont aussi des faits quasiment religieux dans leur façon de s'organiser, avec un clergé, un pape, une doctrine. Est-ce que là, il y avait aussi la volonté d'effacer les anciennes par des nouvelles religions qui n'avaient pas ce nom-là d'ailleurs, hein. Vous avez raison de rappeler ces épisodes, parce que finalement, le XXe siècle, ça a été un peu l'ère des radicalismes laïques. Hein, on avait enfin trouvé une solution qui allait tuer le parlementarisme, supprimer, etc. Bon. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nos intellectuels, qui sont censés être les gens de réfléchir, si vous voulez, un peu hors sol, beaucoup ont adhéré au fascisme, au nazisme et même au communisme. Le communisme, ça a duré encore plus longtemps. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le communisme, l'URSS avait été du camp des vainqueurs, il était à ce moment-là interdit d'imaginer critiquer l'URSS. Donc on a eu des gens qui sont restés staliniens jusqu'au bout. On a même eu un grand intellectuel français qui a été stalinien, maoïste, Khmer Rouge, etc. C'est Jean-Paul Sartre. Et ça n'empêche qu'on a quand même considéré que c'était un grand penseur. Donc la question, c'est qui délivre les labels. Et puis encore une fois, ces intellectuels n'ont pas fait leur autocritique. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'ils se soient détachés d'une réalité ? Parce que quand même, bon, il y en a plein aujourd'hui qui sont des tautologues qui vont vous expliquer tout sur tout. J'ai vu un article sur le Point qui est absolument odieux, là, de BHL, qui dit Israël doit aller jusqu'au bout dans l'extermination du Hamas ou quelque chose comme ça. Je me dis, enfin, c'est extraordinaire. Vous savez qu'une fois, il a dit, moi, si j'avais un fusil, je partirais. Il y a quelqu'un qui a dit, venez, je vais vous apprendre. Je ne sais pas pourquoi il n'a jamais répondu. Oui, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Camus ou d'autres qui étaient des intellectuels engagés à l'époque de la guerre d'Espagne. Là, on a affaire à des intellectuels qui, en fait, envoient à la mort. Non, ça n'est ni Camus, ni Malraux, ni BH, ni Régis Debray. Ouais, on est loin des anciens intellectuels. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler de ce livre avec Pierre Conessa. Les religions font-elles plus de bien que de mal? Et on essaiera de répondre à cette question. Si vous souhaitez poser des questions ou réagir, 0826 300 300. À tout de suite. L'invité. Et on se retrouve avec Pierre Conessa pour parler de ce livre, Les religions font-elles plus de bien que de mal? Débat qui a eu lieu au Collège des Bernardins sur la place des religions, du radicalisme aussi, du fait religieux. En France, on a ce problème, hein, évidemment, avec cette loi contre le séparatisme. On voit bien qu'il y a, du fait de cette dichotomie entre politique et religieux, des gens qui préfèrent obéir à la loi religieuse plutôt qu'à la loi du pays, à la loi séculaire. Oui, enfin, cela dit, les gens, il faut quand même les identifier. La France est le pays qui, en Union européenne, a accueilli la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté musulmane et la plus grosse communauté vietnamienne. Et donc, c'est pas un système le système d'intégration fonctionne. Il y a une partie d'une communauté immigrée qui demande un droit dérogatoire. C'est quand même la communauté musulmane pour une partie d'entre elles. Une partie seulement, parce que l'autre, le processus d'intégration est silencieux. C'est-à-dire, vous avez comme moi des amis musulmans qui sont médecins,
journalistes, etc., et qui ne demandent rien. Par contre, il y a une partie de cette communauté qui continue à considérer que il lui faut un statut dérogatoire. C'est pour ça que la loi sur le séparatisme, sans la nommer, vise cette communauté-là. Et donc, il ne faut pas renverser l'ordre des facteurs. Le système d'intégration a fonctionné, il continue à fonctionner. C'est effectivement comment traiter de cette question-là. Et alors, on arrive à cette situation cocasse où aujourd'hui, les islamistes les plus convaincants et les plus propagandistes sont ici parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer chez eux. Oui, et quand on veut les renvoyer en Algérie, par exemple, il y avait le cas récemment de ces imams TikTok, influenceurs TikTok qu'on voulait renvoyer en Algérie. L'Algérie a dit, non, absolument. Ils sont chez vous. Mais est-ce que vous croyez... Alors, il faut quand même faire aussi notre mea culpa. Quand il y a eu les années sombres en Algérie, notre droit d'asile faisait que les gens qu'il fallait protéger, c'était les islamistes contre lesquels les militaires avaient pris le pouvoir. Bon. Et donc on a accueilli, nous, chez des gens des islamistes, ils se sont vite transformés en Algérie en groupes islamiques armés, c'est-à-dire des groupes d'une violence terrible. Bon. Mais allez dire aux Algériens qu'ils doivent récupérer leurs islamistes. Ils vont dire, non, vous les avez, vous les gardez. Ouais. Et on l'a la même chose avec ces propagandistes qui, eux, alors, sont dans une étape supérieure, puisqu'eux, ils sont là en France pour expliquer que la communauté algérienne doit être persécuté parce qu'ils ne défendent pas assez le régime là-bas. Cet aveuglement, il est quand même très français. On se rappelle, dans les années 70, c'est l'ayatollah Khomeini qui est hébergé à Nauf-le-Château en France avant d'aller faire sa révolution islamiste en Iran. Et tout ça sous couvert des intellectuels de l'époque en disant mais c'est formidable, on a affaire à des révolutionnaires populaires, alors que la réalité est que on a eu un des régimes les plus coercitifs et une théocratie en Iran. Oui, vous avez raison de rappeler cet épisode parce que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Rappelez-vous, pour nous, les questions religieuses, c'était secondaire, c'était pas un problème, etc. Et donc, un religieux contre le Shah d'Iran qui était censé être le moderniste, si vous voulez, pour nous, ça faisait pas photo. Donc, Giscard va proposer ce service. Ne vous inquiétez pas, il est en Irak. Je sais bien qu'en Irak, il vous gêne, mais s'il vient chez nous, ça va être tranquille. À Nauf-le-Château, quand il s'installe, tous les Iraniens de France sont allés le voir. Moi, j'ai des copains iraniens qui étaient des laïcs, communistes, tout ce que vous voulez. Ils sont quand même allés faire leur pèlerinage à Nauf-le-Château. Et quand Khomeini rentre à Téhéran, il y a 2 millions de personnes qui viennent l'accueillir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il fallait qu'on s'interroge sur... C'était une révolution populaire. Oui. C'est une révolution religieuse, c'est-à-dire que le facteur religieux, on n'arrivait pas à l'intégrer dans notre parce qu'on pensait que c'était une révolution socialiste, en quelque sorte, que c'était la gauche qui allait reprendre le pouvoir. Oui, alors effectivement, tous les amis iraniens d'opposition en disant, vous inquiétez pas, les religions, on les connaît, on va se les mettre dans la poche, etc. Rien du tout. Ouais. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Ouais. Et alors ensuite, c'est là où on a eu l'erreur, à mon avis, majeure de les... Vous vous souvenez de cet épisode de l'ambassade, donc les gardiens de la Révolution attaquent l'ambassade américaine, ils prennent des otages, etc. Bref. Alors, ils découvrent dans on se demande d'ailleurs pourquoi l'ambassade n'avait pas été évacuée, mais enfin, peu importe. Donc, ils vont découvrir dans les machines à déchiqueter américaines tous les documents qu'ils vont reconstituer, ils vont les donner à des tisseuses de tapis, ils vont reconstituer les documents qui montraient les multiples ingérences américaines dans la vie politique iranienne. Donc, vous avez d'un côté une prise d'otage et de l'autre côté, vous avez les preuves, si vous voulez, d'une ingérence extraordinaire. C'est pas le seul cas, on est en ce moment en plein dedans aussi. On peut le dire. Et donc, on est, si vous voulez, dans cette situation où il y avait effectivement, solidarité occidentale avec les États-Unis, scandaleux, libérer les otages, etc. Quand Saddam Hussein vient faire le tour des capitales occidentales, j'étais à l'époque dans l'administration, il vient nous expliquer qu'il va leur faire la guerre. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça vite fait, bien fait. Simplement, engagez-vous à ne pas mettre sous embargo, comme c'est le cas dans le droit international, et moi je vous garantis que ça va bien se passer. Ouais. On prend cet engagement ignoble, c'est-à-dire qu'on va soutenir l'agresseur pour mettre sous embargo l'agressé. Et quand vous êtes iranien, que vous avez cette histoire derrière vous, vous avez quelques dents contre l'Occident. Rappelez-vous que pour marcher sur les champs de mines, puisqu'on leur refusait des systèmes de détection des mines, c'était des types qui se sacrifiaient. C'était des martyrs qui marchaient sur les champs de mines pour que les combattants passent derrière. Quand vous avez ce passé-là et que vous ne voulez pas le prendre en compte, vous pouvez toujours diaboliser l'autre. Enfin, il faut prendre votre part, si vous voulez, aussi de machiavélisme. Mais justement, on voit bien que toute cette histoire du parti basse est en train de se fermer avec la Syrie, de Bachar el-Assad qui vient de tomber, et ce groupe anciennement djihadiste, proche d'Al-Qaïda, qui prend le pouvoir en Syrie. Et là, c'est le religieux qui revient, encore une fois. Absolument. Mais attendez, le meilleur exemple, c'est encore l'Afghanistan. Ah oui, moi j'ai eu la chance d'aller en Afghanistan avant les Russes, donc j'ai un alibi. Mais si vous voulez, c'est extraordinaire. Ils se payent 10 ans d'occupation soviétique, ils vont se payer 20 ans d'occupation occidentale, et ce sont les talibans qui reviennent. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui manquait dans le système décisionnel occidental, c'est-à-dire l'Afghanistan, c'est un pays c'est une zone de confins, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle se sont réfugiés
toutes les populations qui étaient embêtées par les empires environnants. Ça veut dire que quand vous êtes en Afghanistan, vous changez de vallée, vous changez de population. C'est-à-dire vous pouvez toujours prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Simplement, pour nous, prendre la capitale, ça veut dire on arrête le match, on a gagné. Pas du tout. Ce ne c'est que le début de vos ennuis. Et donc, 20 ans pour se rendre compte de ça. Avec les chefs de guerre, en fait, qui tiennent les provinces, c'est absolument. ça. Ouais. Et finalement, on a fait le pire des services qu'on a pu rendre à l'Afghanistan, puisque reviennent les talibans les plus effroyables, si vous voulez, qui, eux, ont le prestige de l'ancien combattant. Et les pauvres femmes afghanes payent tout ça tous les jours. Oui. Donc, et là, ils ont en plus un cadeau de départ des États-Unis qui leur lègue des milliards et des milliards de matériel militaire. Tout neuf. Ah, oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais encore une fois. Moi, dans ma partie aux fonctionnaires, si vous voulez, j'ai souvent participé à des décisions politiques. Et ce qui va fondamentalement changer avec la disparition de l'URSS, c'est que à l'époque, on ne pouvait pas négliger une crise, elle risquait d'être instrumentalisée par Moscou, etc. Quand l'URSS disparaît, c'est open bar. Choisissez qui vous voulez. Donc vous avez des gens qui apparaissent comme un certain BHL qui va vous dire non, la guerre est en Libye, il faut la faire là-bas. Oui. Non, mais il y a un complexe militaro-intellectuel. Des gens qui vont peupler les plateaux télé, qui vont dire non, la bonne crise, j'en viens, c'est ceux-là, je connais les gentils, je connais les méchants, on ne peut pas ne pas. Une fois qu'on avait dit cette phrase, il fallait envoyer du militaire. Les militaires, ils sont moins bellicistes que la plupart de ces types, qui eux ne vont plus faire la guerre. Non. Et donc on est dans cette situation étonnante où aujourd'hui, en fonction, moi j'ai vu des ministres qui s'intéressaient pas à la crise. Ils s'intéressaient au fait que s'ils envoyaient du militaire, je parle du ministère de la Défense, on allait peut-être, ils avaient des chances de repasser aux élections suivantes. Donc on était sur un échéancier. Ça a été le cas de George Bush, quand Bush aux États-Unis, avec cette guerre contre l'Irak qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Ah oui, absolument. Et puis au prix d'un mensonge. Extraordinaire. Alors moi je me suis interrogé sur le fait de Colin Powell à l'ONU. Parce que vous savez, il présente sa petite fiole pour expliquer qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Bon, première chose, est-ce qu'il y avait quelque chose dans la fiole? Parce que s'il l'avait laissé tomber à l'ONU, ça aurait été assez drôle. Mais enfin, je pense qu'il n'y avait rien. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un de proche de lui qui l'a convaincu qu'il fallait qu'il fasse cette démonstration. Ça veut dire que c'était pour le Parti républicain le moyen d'éliminer le concurrent le plus sérieux de George Bush. Et effectivement, de le ridiculiser à ce point-là, le pauvre type, il devait disparaître. Donc, on est dans cette situation où on est prêt à mentir pour dire, mais c'est pas grave, c'est une guerre juste. Oui, encore une fois, la guerre juste. Donc c'est religieux, c'est encore le fait religieux, oui. Alors George Bush, c'est un ancien alcoolique qui effectivement était devenu néo-évangélique et donc va partir dans l'idée qu'après tout, il faut venger le 11 septembre. C'est ça. Rappelez-vous ce traumatisme américain. Les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier ancien combattant de la guerre de sécession, il est mort en 55. Donc, si vous voulez, l'idée de voir en Vendiovision les Twin Towers détruites, les destructions, etc., la réaction de l'opinion publique américaine, c'est il faut se venger par une guerre. Et donc, ils vont se tester un peu à l'Afghanistan, vous connaissez la suite, mais surtout, il en fallait une sérieuse. Donc, ils se sont choisis. Rappelez-vous le discours de Bush en janvier 2002. Il désigne l'axe du mal, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Iraniens, ni Irakiens, ni Nord-Coréens dans les avions. Il y avait 15 Saoudiens sur 19. Mais attendez, confondez pas tout. Oui. Et pourquoi justement l'Arabie Saoudite a été épargnée de la vindicte américaine, sachant que Ben Laden était saoudien? Oui, alors ça c'est une histoire sur laquelle moi je me suis penché en écrivant quelque chose sur le lobby saoudien. Parce que ce pays pendant longtemps s'en fichait de son image internationale puisqu'il était détenteur des lieux saints. Et puis à la limite, si vous voulez, ce qu'il considérait pendant toute une période, notamment pendant la guerre froide, il considérait que le véritable ennemi dans le monde arabe, c'était le socialisme arabe. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite considérait que c'était des gens comme Nasser, Boumedienne, Assad, etc., qui étaient les principaux ennemis par rapport à la vision du monde arabo-musulman qu'avait l'Arabie Saoudite. Bon. Et donc, l'Arabie Saoudite va offrir un service que... vous savez, la grande université islamique, c'est l'université Al-Azhar au Caire pendant longtemps. Et ils vont ouvrir l'université islamique de Riyad, qui présente un petit avantage, c'est que les types sont logés et qui touchent en plus des indemnités. Donc, ils vont attirer, si vous voulez, beaucoup de gens en formation, qui vont devenir le noyau propagandiste du salafisme, qui va ensuite se diffuser. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la diffusion, parce que, encore une fois, si c'est pour lutter contre le socialisme arabe, on se diffuse dans la zone sahélienne. Et la zone sahélienne, vous savez, c'est celle aujourd'hui où au Mali, vous avez des islamistes. Donc toute cette problématique, on la voyait pas en interne, on la voyait dans une espèce de géopolitique binaire. Mais on a vu aussi, enfin sur la radicalisation, la façon aussi dont les madrasas, les écoles religieuses se sont ouvertes un peu partout. On le voyait au Mali. J'avais sur ce plateau un ancien diplomate et un ancien responsable de la section Afrique au renseignement qui a vu la montée en fait de générations d'enfants à qui on apprenait simplement à réciter le Coran. Et ça, c'était écrit que derrière il y aurait un projet politique. Oui, et puis alors en plus, vous savez, c'est un système d'enseignement où vous apprenez le Coran en arabe si c'est pas votre langue.
voyez ce que je veux dire? C'est exactement quand on faisait les citations de Mao Tse-tung. C'est la même chose. Donc, il y a effectivement quelque chose qui a été un très gros effort de propagande. Et le cas le plus intéressant sont les talibans, parce que les types qui avaient quitté l'Afghanistan à l'époque des occupations russes ou occidentales venaient dans le nord du Pakistan, et c'est là que l'Arabie Saoudite a financé les madrasas les plus importantes. Donc tous ces types ont été formés dans le salafisme directement par là, puis on les voit revenir maintenant au pouvoir. Donc effectivement, tout cet effort pédagogique, encore une fois, prend son origine dans quelque chose qu'on ne veut pas qualifier, qu'on ne veut pas cibler. Et nous, en France, la laïcité à la française, est-ce qu'elle est menacée, comme certains le disent, ou est-ce que c'est un moyen encore honnête et juste d'organiser la coexistence, la cohabitation entre toutes les religions? Moi, je suis un vieux laïc, je ne vais pas vous faire des nœuds au cerveau. Non. Je vous le dis, regardez le processus d'intégration à la française. Vous n'avez pas d'Arméniens ni de Vietnamiens qui disent attendez, il faut s'arrêter parce qu'à la fête du tête, il faut tout stopper. On est dans une position dans laquelle, encore une fois, chacun a trouvé sa place. Il y a une partie de la communauté musulmane qui ne veut pas s'intégrer. Bon, la question, c'est que quand vous êtes dans une jurisprudence européenne où on vous dit attendez, si vous expulsez un type, il faut vérifier qu'il soit bien traité chez lui. Vous voyez, si vous expulsez un Pakistanais, qu'est-ce que vous allez garantir? Donc on est avec cette situation absurde dans laquelle on a des OQTF, obligation de quitter le territoire français, obligation étant entre guillemets, où le type vous dit vous avez un mois, monsieur, pour quitter le territoire. À partir du moment où ce type est sous OQTF, il ne peut plus travailler. Et s'il ne peut plus travailler, mais qu'il ne peut pas s'en aller, ou qu'on ne veut plus l'expulser, il devient de fait délinquant. De quoi voulez-vous qu'il vive? Donc vous voyez, ce système est totalement absurde. Et donc, les gens de Bruxelles sont à l'abri, je vous rassure, ils peuvent prendre des décisions sans aucun rapport avec la réalité. On voit le nombre de décisions qu'ils prennent à la chaîne, qui sont extrêmement... Avec des gens qui se mettent dans des positions de magistère moral et juridique. On va marquer une courte pause, et si vous souhaitez, dans le dernier quart d'heure, réagir ou poser vos questions, 0826 300 300 pour notre invité Pierre Conessa. Les religions font-elles plus de bien que de mal? On va répondre à cette question tout de suite sur Sud Radio. L'invité. Et on se retrouve avec Pierre Conessa, auteur de livre chez Declés de Bouvert, Les religions font-elles plus de bien que de mal, qui est un dialogue qui a eu lieu au Collège des Bernardins avec Rémi Brague sur cette question des religions. Alors on a parlé des religions monothéistes, on a parlé aussi de ce XXe siècle, avec ces mouvements totalitaires, nazisme, communisme, comme des nouvelles religions aussi. Et puis, XXIe siècle, retour des religions classiques et arrivée aussi de nouvelles croyances et idéologiques, le transhumanisme par exemple, l'idée aussi des genres, le wokisme peut-être. Est-ce que ça aussi c'est peut-être des nouvelles croyances qui arrivent et qui pourraient trouver un écho planétaire? Écoutez, je ne suis pas sûr que quand on habite en Birmanie, si vous voulez, le transhumanisme soit une question débattue localement. Bon, encore une fois, vous savez, ça fait longtemps qu'on pense que la Terre est plate et qu'on en est le centre. Et donc on a l'impression que nos débats peuvent formater l'ensemble de la planète. On a vu passer, on a raté beaucoup de choses. Encore une fois, je ne veux pas faire des retours historiques trop compliqués, mais en fait la décolonisation. Vous savez que par exemple, on est en plein procès de Nuremberg. On va mettre en accusation les dignitaires nazis pour déportation, extermination, bombardement de populations civiles, etc. Pendant les procès de Nuremberg, il y a le massacre de Constantine Colo, c'est-à-dire de Sétif, c'est-à-dire des gens qui réclament l'indépendance, mais sur lesquels on va tirer. Je crois que c'est 3000 morts seulement. Et puis le bombardement d'Haiphong par d'Argentlieu, ancien compagnon de la Libération, qui va faire quelque chose comme 6000 morts. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons pratiquer dans les guerres de décolonisation les mêmes horreurs que ceux pour quoi on vient de condamner les dignitaires nazis. Mais là, on ne se jugera pas. Parce qu'encore une fois, le continuum historique, c'est que ce sont nos colonies, donc... Donc ce processus d'autocritique est un processus dans lequel on se heurte souvent, non seulement à une sociologie de la décision, à un héritage des hommes politiques, etc. Et donc arriver à faire le tour, souvent malheureusement ça se traduit par la guerre. Et c'est la guerre qui tout à coup vous confronte aux réalités. Donc effectivement, on le voit bien aujourd'hui avec certains des conflits. Par exemple, le Proche-Orient, aujourd'hui, est en pleine décomposition parce qu'on était sur des... Vous savez, il y a 2 régions du monde dans lesquelles les frontières sont rectilignes. Le Proche-Orient, c'est les traités de Versailles, et en Afrique, parce que c'est la décolonisation, on s'est dit, bon, on va faire ça comme ça, nord-sud. Le droit, voilà. Donc, cette habitude que nous avions de formater la planète, on n'en est pas totalement sorti, quoi. Mais au-delà de ça, puisque maintenant on a par exemple quelqu'un comme Elon Musk, dont on parle beaucoup en ce moment, lui il rêve carrément de
coloniser Mars, il y a aussi un principe de l'humain supérieur à la nature, etc. Et quand on voit le following, enfin la façon dont certains traitent Musk, on a quasiment affaire là aussi à un gourou, enfin à quelque chose de l'ordre d'un nouveau prophète. Oui, j'avoue qu'effectivement, c'est une nouvelle figure quand même de la géopolitique. Parce que quand même, il y a lui et Trump, ça fait quand même beaucoup, quoi. Là, je dois dire que je suis totalement désorienté. Je suis comme tout le monde. Je me dis, j'attends de voir ses déclarations sur la nouvelle géopolitique telle qu'il la voit lui-même. Je ne parle pas de la requalification des termes, si vous voulez, du monde du Golfe du Mexique, non. Ce qu'il dit sur le Groenland, ce qu'il dit sur le canal de Panama, etc., sont des choses qui sont des déclarations impérialistes qui, au 19e siècle, auraient été parfaitement audibles. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils les reprennent aujourd'hui, avec probablement cette idée qu'évidemment, étant la plus grande puissance de la planète, il n'y avait pas de problème. Oui. Bon, il y a eu déjà plusieurs puissances de la planète qui se sont cassées les dents en Afghanistan, au Vietnam, en Algérie, etc. Vous voyez, mais c'est pas grave. On remet les compteurs à zéro, puis donc c'est assez inquiétant sur l'opinion publique américaine qui a élu quand même ce type. Moi, j'ai été frappé aux États-Unis parce que ma fille travaillant là-bas, j'allais souvent la voir et comme elle travaillait dans la journée, je regardais beaucoup la télé. La chose qui m'a le plus frappé, c'est d'abord l'extraordinaire médiocrité des multiples chaînes américaines. Et en particulier les films historiques. Je suis devenu le meilleur spécialiste mondial des mauvais films américains. Parce que je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quand vous êtes dans le Middle West, vous n'allez pas vous demander comment pensent les Européens, etc. Ouais. Vous avez 2700 westerns, ça vous explique quand même l'histoire de la conquête de l'Ouest. Mais surtout cette idée que, si vous voulez, c'est un monde qui est relativement fermé sur lui-même. Il y a effectivement une côte ouest qui va regarder vers l'Asie, une côte est qui va regarder vers l'Europe, mais vous avez tout au milieu, si vous voulez, des gens qui, encore une fois, sont prêts à écouter ce que Washington veut leur raconter. Et donc, cette géopolitique mémorielle, si vous voulez, est quelque chose d'assez fascinant qu'on a du mal à comprendre. Et d'autre part, l'autre chose, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire c'est une société religieuse. Et donc, c'est une société qui se pense missionnaire. Bon, et toutes ces caractéristiques-là, on a du mal à les intégrer, nous. Mais justement, la mission des États-Unis, on la voit, c'est toujours l'idée de dire, avec ces ingérences, vous parliez en Iran, mais on voit bien, c'est amener la démocratie et la liberté. C'est toujours l'excuse, en fait, pour faire ces guerres d'ingérence, que ce soit en Afghanistan, maintenant en Ukraine aussi, on peut le voir d'une certaine façon comme ça. C'est quand même là aussi messianique. Oui, c'est vrai, mais enfin, rappelez que pour les 2 guerres mondiales, c'est quand même nous qui les avons déclenchés, et les Américains ont eu du mal à se laisser convaincre quand même de venir. Et puis une fois qu'ils sont venus, effectivement, ils avaient une bonne manière de réorganiser la planète. Bon. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas leur faire le reproche d'un impérialisme unilatéral. Pendant longtemps, ils étaient très autocentrés. Qu'après, effectivement, ce soit devenu un impérialisme planétaire, oui, ça, il n'y a aucun doute. Mais encore une fois, c'était un impérialisme planétaire contre un autre impérialisme planétaire, qui était celui du communisme. Oui. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, une fois qu'il n'y a plus d'ennemis, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a un truc qui est très rigolo, c'est donc en 91-92, quand disparaît l'URSS. Moi, j'étais dans les affaires stratégiques. S'il n'y a plus d'ennemis, vous avez 2 solutions. Soit vous licenciez, soit vous en inventez. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, Huntington, avec le clash des civilisations, il expliquait que, évidemment, les seules entités religieuses, ou en tout cas culturelles, menaçantes sont l'islam et le monde asiatique. Évidemment, ça, c'est pas sans surprise. Et puis, vous avez l'autre, Fukuyama, qui lui expliquait que c'est la fin de l'histoire. Bon, c'était quand même une manière d'expliquer que l'hégémonie américaine était la meilleure des solutions pour la planète. C'est ça, absolument. Pour Huntington, on ne peut pas dire qu'il est vu juste, mais il est resté comme et ça a été traduit en 35 langues quand même. Donc ça formate le débat. Encore une fois, un nouveau livre prophétique. On va clore cette émission avec une question, une réaction de Dominique qui est à l'antenne. Bonjour. Oui, bonjour. Pierre Conessac, que je connais bien par ailleurs, enfin je connais bien, j'ai lu ses livres effectivement, et il a dit tout à l'heure que, à propos de Saint Paul, que le Saint Paul n'était même pas un apôtre, ce qui est vrai, qui est connu le Christ, mais dans le livre du Coq, qui est un évangile apocryphe, bien entendu, ça ne fait pas partie des 4. Au chapitre de l'arrestation de Jésus, c'est-à-dire référence 5.9, page 577 dans l'édition de la Pléiade, eh bien, effectivement, par 2 fois, le futur Saint Paul, qui s'appelle Saül, puisque bien entendu c'est un juif, frappe, c'est-à-dire qu'il gifle par 2 fois le Christ pendant son arrestation, et qu'ils se sont parfaitement connus. Une réaction, Pierre Conessac, merci Dominique.
Non, écoutez, j'avoue que j'étais pas là, donc je peux pas témoigner. Mais vous savez, si vous dites vous-même que c'est un évangile apocryphe, voilà. Moi aussi, je peux écrire un évangile apocryphe, après tout. Bon. Je suis plus objectif encore parce que j'ai connu personne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on est sur des absurdités, quoi. Ouais, des absurdités. Mais alors, à cette question, les religions font-elles plus de bien que de mal? Quelle est votre réponse? Ben, les deux, mon général. C'est-à-dire, effectivement, quand vous avez un discours de l'humanisme, de l'humanitaire, de défense de l'humanité en lui apportant le bien, qui évidemment prendra la forme de la foi religieuse, la question, c'est la méthode de la propagande, la méthode de la conviction. Effectivement, vous avez ceux qui vont prendre leur bâton de pèlerin et qui vont faire de la conviction comme les premiers chrétiens, et puis vous avez ceux qui vont décider de le faire par la force de l'épée. Donc, toutes les religions ont connu ces deux moments-là. Par exemple, le BJP indien considère que les 5 siècles d'occupation musulmane auraient tué 200 millions, fait disparaître 200 millions d'Indiens. Vous vous rendez compte de l'étendue? Bon, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais c'est pour vous dire comment est construite cette espèce d'animosité intellectuelle du BJP. Merci beaucoup Pierre Conessa d'être venu sur ce plateau pour parler de ce livre « Les religions font-elles plus de bien que de mal ?» Débat au Bernardin que vous avez eu avec Rémi Brague aux éditions Desclés de Brouvert. Nous on se quitte pour aujourd'hui. Vous retrouvez Brigitte Lahaye dans un instant. Restez sur Sud Radio. À tout de suite.